à la troisième partie de cette matinée, à la conférence participative avec Gilles. Gilles qui nous a rejoint pendant que vous étiez en sous-groupe. Merci beaucoup Gilles d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous, je suis en Dordogne, près de Bergerac, sous mes chênes tricentenaires, là, et je vais leur parler tous les jours, vous voyez. Génial, merci Gilles. Alors, peut-être pour te présenter, je vais essayer de te présenter Gilles, mais je vais sûrement pas très bien le faire et je vais surtout le faire rapidement pour te laisser la place pour que toi-même tu puisses te présenter. Alors Gilles, tu es biologiste, tu es professeur à l'université, tu donnes des conférences autour de l'océan, de la biodiversité notamment. Tu as été président du Muséum national d'histoire naturelle. Tu as été aussi 2 années conseiller scientifique au cabinet de Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre d'État de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Et puis, tu as reçu de nombreuses distinctions, chevalier de la Légion d'honneur en 2013. Tu as aussi reçu en 2013, la même année, des mains du prince Albert II de Monaco, la grande médaille Albert Ier de Monaco pour ta carrière scientifique dédiée aux mers et à l'océan. Tu as reçu aussi la distinction d'officier de l'Ordre national du mérite en 2019. Bref, je vais m'arrêter là, Gilles, parce que je vais être trop intimidée pour continuer à t'interviewer pour la suite. Et aussi parce que moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, et peut-être ce que tout le monde a envie de savoir ce matin, c'est qui est l'homme, qui est Gilles derrière ce parcours, derrière ces distinctions. Et du coup, Gilles, peut-être la première question que j'aimerais te poser ce matin, c'est comment tu es tombé, toi, dans la marmite des sciences participatives et peut-être est-ce que tu pourrais nous partager un événement marquant, une rencontre marquante qui a fait que tu t'es intéressé à ce sujet-là? Oui, merci beaucoup, mais bonjour à tous, merci de m'avoir invité. C'est vrai que quand j'ai pris cette présidence du muséum, c'était en 2009, ça avait déjà démarré, hein, c'est pas moi qui les ai créés du tout au muséum, c'était parti avant moi, Stock était parti avant, le suivi temporel des oiseaux communs. Mais après, on va en lancer beaucoup d'autres. Hein. C'était vraiment, ça a pris un essor. Et puis moi, bien sûr, j'ai participé activement en tant que président à ces actions, puisque j'avais des relations étroites avec le ministère qui changeait de nom sans arrêt, qui était le ministère de l'Environnement. C'était bien avant, c'était avant Ségolène Royal. J'ai beaucoup travaillé avec Chantal Joanneau, par exemple. En 2010, on va avoir la grande action sur, vous savez que les Nations Unies avaient décidé de dédier l'année à la biodiversité. Et donc Chantal Joanneau, qui était secrétaire d'État à l'époque, crée l'événement à Chamonix, hein. Toute la France naturaliste était là-bas, de réfléchir comment créer une gouvernance ensemble qui nous permette vraiment de prendre en considération ces aspects. Alors, un petit préambule, je vous ramène en 2002, on est à Johannesburg, en Afrique du Sud, où on lance le sommet de la Terre et le président Chirac aura ces paroles assez incroyables. La maison brûle et on regarde ailleurs. J'ai su bien après, en le rencontrant, que c'est Nicolas Hulot qui lui avait soufflé ces mots. Alors, il l'a dit, c'était magnifique, mais qu'est-ce qu'on a fait après? Et en 2002, on s'engage, tenez-vous bien, hein, on s'engage à arrêter l'érosion de la biodiversité pour 2010. 2010, 25 et 26 janvier 2010, nous sommes à l'UNESCO, tous à Paris, avant le colloque de Chamonix que j'évoquais tout à l'heure. Et là, on pose la question, on a tout raté. Et là, je vois la réaction de l'humain qui est de, écoutez, on a tout raté, alors 2020, voilà. Et je faisais une conférence à l'École normale supérieure en décembre 2019. Je disais à mes étudiants, dans quelques semaines, dans 2 semaines, on aura résolu la question de l'effondrement du vivant et de la biodiversité. Et puis je les revois en janvier, non, on a tout raté. Donc voilà la vraie question aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est ça un petit peu les épisodes qui marquent une vie. Alors pour revenir à votre question initiale, moi je suis un petit garçon qui a été élevé avec beaucoup d'amour de ses parents, c'est pour ça que j'aime bien le vivant et j'aime bien les humains, à la Pointe-Bretonne, dans le Finistère. Et tout petit, à 8 ans, moi, je savais que je serais un chercheur en biologie. Bon, j'avais des facilités extraordinaires. Hein. Je lis un truc, je me rappelle 20 ans après, donc ça aide quand même pas mal, effectivement, cette mémoire-là m'a beaucoup servi. Et puis surtout, j'allais partout. Hein. J'étais au bord de l'eau, toujours été au bord de la mer. Hein. Douarnenez, après, je suis passé à Arcachon pour faire ma thèse. Ensuite, j'ai passé 20 ans à Brest à m'occuper des migrations des saumons. Puis ensuite, je vais en pays catalan, en Méditerranée. Là, j'apprends qu'il y a des mers sans marée. Donc, si on veut aller au fond, il faut plonger. Alors qu'on plongeait beaucoup moins, bien sûr, à la Pointe-Bretonne.
Après, je passerai effectivement 7 ans au Muséum d'histoire naturelle, 2 ans au ministère pour un but précis, je vous le dirai tout à l'heure, hein, c'était pour la COP 21. Et puis après, donc, j'ai repris mes activités. Je suis toujours président d'une réserve naturelle à laquelle je tiens beaucoup, qui s'appelle la réserve naturelle de la forêt de la Massane, la 5e créée en France, 1973. On va fêter très bientôt son cinquantenaire, hein, c'est pas banal. Et c'est l'endroit en Europe où, ramené à la surface, il y a le plus d'espèces vivantes. On vient de dépasser 8500 espèces, ce qui est fabuleux pour un milieu tempéré européen, bien sûr, hein. Si on faisait le même travail en Slovénie ou dans le nord de l'Italie, on trouverait plus, mais ça n'a pas été fait. Là, il y a vraiment eu un travail d'inventaire. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure avec un grand apport des sciences participatives. En ce moment, on se lance sur les nématodes du sol. Qui connaît les nématodes du sol? Personne. On a trouvé un brave homme qui a presque 80 ans en Europe de l'Est qui va nous aider à faire l'inventaire. On fait les abeilles il y a 4 ans, 400 espèces d'abeilles sur 450 hectares. Hein. C'est vrai qu'il y a les staphylins français, par exemple, c'est petit. Tout à l'heure, j'écoutais Aline qui nous parlait de ces insectes-là. Eh bien, les staphylins, c'est un groupe incroyable. Vous vous rappelez ce que disait Haldane? Il dit, en fait, si Dieu existe, il aime les coléoptères. Ça, c'est absolument évident parce qu'aujourd'hui, il y a plus de coléoptères décrits sur la Terre que de plantes, hein. Donc, tout petit, je savais que je ferais ça. Alors, j'avais une envie, quand j'avais 8 ans, je voulais travailler sur les venins de serpents. J'ai passé ma vie à travailler sur les migrations des saumons. Pendant 20 ans au début, c'est comme ça. Mais ça reste de la biologie, hein. Donc après, c'est les aléas, des rencontres que l'on fait, des opportunités, du travail que l'on trouve. J'appartenais aussi à une génération qui va vous faire rêver, pour tous les jeunes qui m'écoutent. On était un bon élève, un bon étudiant, on avait un boulot. Il n'y avait aucun problème, hein. En 1980, jusqu'à 80, on ne se posait pas de questions. Moi, je me rappelle des gens qui demandaient à des jeunes, vous ne voulez pas être maître de conférence? Ah non, non, j'ai autre chose. Ça fait rêver mes jeunes aujourd'hui, bien évidemment, hein. Et on va revenir justement au participatif, amateur et professionnel. Donc, tout petit, je serai biologiste. Je deviens biologiste, ça se passe bien. Je passe 20 ans à travailler sur de la science plutôt quand même finalisée. Mais j'ai toujours été, moi, au sein de ce qu'était le CNEXO au début, puis l'IFREMER, quelqu'un qui a fait des recherches plutôt fondamentales. C'était fantastique, c'était pas évident. J'ai passé 18 ans sur mes saumons, c'est exceptionnel, hein. Et puis après, je fais 3 ans sur les métamorphoses de poissons plats. J'essaie de comprendre pourquoi un œil de turbo, quand le petit bébé ou sol naît, il a un œil de chaque côté. Et à un moment de la vie de l'animal, c'est la métamorphose, l'œil traverse entièrement le poisson pour aller de l'autre côté. Voilà une question. Ça m'a turlupiné pendant 3 ans. Et ça ressemble énormément, les mécanismes mis en jeu, à la métamorphose de nos grenouilles, têtards en grenouilles. Donc, j'ai continué là-dessus. Et puis, donc, je savais que ça m'intéressait beaucoup. J'ai toujours fait de l'enseignement, même quand j'étais un chercheur qui était payé que pour faire de la recherche. Et c'est vrai que je savais qu'un jour, je serais professeur des universités. Ça devait se passer, hein, j'avais envie. Toujours très naturaliste, hein. Je pense que j'ai certainement un des présidents du muséum qui était très naturaliste, très proche des collections. À l'époque, j'étais collectionneur de coléoptères. Alors, je traquais les coléoptères sur les fleurs dont on parlait à Aline tout à l'heure. Et c'est vrai que j'écoutais aussi Irène. Bon, et c'est ça qu'aujourd'hui que je combats un petit peu aussi dans l'extrémisme de l'autre côté. Sachez tous qui m'écoutez là, participatif, qu'aujourd'hui, une petite fille ou un petit garçon n'a pas le droit d'élever des têtards de grenouilles pour faire des grenouilles. On n'a pas le droit de ramasser un lucane cerf-volant. Alors ça, je suis désolé, mais on est sur quelque chose où aujourd'hui, il ne faut pas commencer comme ça. Jamais c'est une petite fille ou un petit garçon qui a fait disparaître les grenouilles, hein. Ce sont les parkings que l'on fait par-dessus les mares, hein, ou les saletés de produits chimiques que l'on met dedans. Et ça, c'est très important de le rappeler aussi. Dans comment on évolue, comment on avance. Sciences participatives, je pense que je les ai apprises à la Pointe-Bretonne quand j'étais le trésorier de la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, avant Bretagne vivante, parce que j'ai eu la malchance de vivre l'Amococadis. Je vous ramène à mars 1978, un tanker géant, 220 000 tonnes, s'échoue sur les rochers de Port-Salle, au nord du Finistère, et répand effectivement une quantité fantastique, tout ce qu'il avait dans la cargaison sur les côtes bretonnes. Ça va polluer de la baie du Mont-Saint-Michel au sud de la baie de Douarnenez. Et là, en fait, en étant dans cette association de protection de la nature, on va découvrir un engouement des Français, des dons. J'avais jamais eu autant d'argent, hein, puisque j'étais trésorier, je recevais des chèques incroyables, qu'on a intégralement dédiés à l'achat de réserves foncières, hein, des réserves sur la côte,
par exemple du côté des étangs de Vannes, ou des réserves à l'intérieur, comme les rochers du Cragou. Et tout ceci m'a fait naître ces relations entre un scientifique qui se formait, qui était en en fin de formation, et qui commençait lui aussi à chercher et à enseigner, avec les participatifs. Donc, c'est tout ça qui m'a fait naître cet engouement, cette passion. Et je terminerai en disant que ce qui m'intéresse chez le participatif, d'abord, ils sont souvent beaucoup plus éclairés que ce qu'on croit. Hein. Moi, je connais des participatifs amateurs, entre guillemets, qui en savent plus que des professionnels, parce qu'ils vont y dédier leur vie. Hein. Quand on a fait les grandes expéditions du muséum sur la Papouasie, le principal spécialiste au monde des coléoptères ténébrionides, c'était un pharmacien d'Arcachon, parce que sa femme gagnait assez d'argent pour que lui n'ait pas à travailler, et c'est lui qui connaissait le mieux au monde ce groupe particulier. Il a mis tous ses moyens, tout son argent, une collection somptueuse qui, lorsqu'il est décédé, est venue au muséum. Donc simplement, là-dessus, c'est dire que ces amateurs très éclairés sont fondamentaux. Et ma dernière assertion, pour commencer, sachez que dans ce qu'on décrit chaque année, en espèces vivantes, tout groupe confondu, hein, à peu près entre 16 000 et 18 000 espèces nouvellement décrites chaque année. Pas nouvelles, hein, elles étaient là avant, mais simplement on ne les connaissait pas. Comme disent pas, comme me dit la FNSEA, mais oui, il y a des espèces qui s'en vont, mais vous en trouvez des nouvelles tous les jours. Ah oui, d'accord, mais enfin, elles étaient déjà là, ces espèces-là. Hein. On les connaît. Et je répète pour un naturaliste qu'une espèce connue, elle est trouvée, décrite, dessinée, photographiée, séquencée et mise dans un musée à la disposition de tous. Si ce n'est pas ça, elle n'est pas dans les espèces connues. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? À peu près 2,4 millions d'espèces, bactéries, protistes, hein, ces grosses cellules à noyaux que sont les levures ou les microalgues marines, champignons, plantes, animaux. Donc on a dit 16 000, 18 000 par an, on a connaît combien? 2,4 millions. Il y en a combien? 20 millions peut-être? 20 moins 2, ça fait 18 millions encore à trouver. Donc au rythme actuel, il faut 1000 ans. Vous voyez le travail qu'il y a pour les participatifs? 1000 ans pour simplement décrire ce qui existe encore avec nous. Et la vitesse actuelle où ils s'en vont, on aura perdu la moitié à la fin de ce siècle. Donc voilà le débat tel qu'il est là. Et je terminerai en disant que les participatifs que vous êtes trouvent plus d'espèces que les professionnels. En gros, partout où on va, c'est 55% d'espèces nouvelles décrites par des amateurs et le reste par des professionnels. Merci Gilles pour cette présentation de ton parcours passionnant et pour ce lien entre la recherche et le participatif que tu as fait au cours de ta carrière. On va parler des sciences participatives évidemment aujourd'hui et tout au long de ces rencontres. Avant de te demander d'où ça vient, qu'est-ce que c'est vraiment les sciences participatives pour toi, on avait envie de poser une petite question de culture générale à nos chers participants et chères participantes. Alors, à vos claviers, dans le chat, vous pouvez répondre à la question, d'après vous, les sciences participatives, ça a commencé quand? Est-ce que d'après vous, c'était réponse A à l'Antiquité, réponse B au XVIIIe siècle ou réponse C dans les années 80? Alors, ça réfléchit, on a des réponses B qui arrivent dans le chat, 18e siècle. Ok, tout le monde est d'accord sur le B. Il y a même des personnes qui disent 17e. Ah, quelques réponses A. Ok, Gilles, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? Pour toi, ça a commencé quand? Alors, sachez que la première plante collée dans un herbier que nous ayons à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, c'est 1609. Donc là, quelqu'un colle une plante sur une feuille et puis l'installe dans ce qui va devenir un herbarium, un herbier. Hein. Aujourd'hui, donc, vous savez que l'herbier de Paris contient 8 millions de spécimens, pas d'espèces différentes, mais de spécimens. Donc, ça va commencer effectivement. Le premier texte officiel que l'on a, il date du 9 septembre 1726, hein, tout début 18e. C'est donc le roi Louis XV qui enjoint les capitaines de navires de sa très gracieuse majesté là, à apporter des graines de plantes des colonies des pays étrangers. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on dirait du tout. Et ça a commencé effectivement, Duhamel du Monceau faisait appel déjà à des correspondants qui étaient des médecins du roi, beaucoup d'ecclésiastiques aussi. Hein. Donc c'est le moment où des gens sont plus d'engouement pour le vivant, en métropole et ailleurs. Ça va beaucoup correspondre aussi au moment où le train en France va commencer à arroser toutes les régions isolées. Et quand vous regardez la carte botanique française de l'époque du train, on travaillait sur la voie ferrée en fait. Hein. C'est une très belle carte du réseau ferré.
Donc, c'est vrai que dans ces conditions-là, ça a commencé à peu près à cette époque-là. Et puis, ça a pris beaucoup d'ampleur ensuite, 19e et surtout le 20e aux États-Unis, avec les Citizen Sciences, hein, les sciences citoyennes qui sont parties à ce moment-là, avec d'énormes réseaux qui ont été lancés à ces époques-là. Et justement, Gilles, là, on parle de sciences participatives, tu parles de citizen science, de sciences citoyennes. On entend aussi parler de sciences collaboratives. Toi, est-ce que tu fais une différence entre ces différents thèmes? Si oui, laquelle? Je ne la fais pas vraiment, mais elle existe hein, dans la littérature. On va regarder un petit peu l'histoire. Hein. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est des sciences partagées. C'est le mot que je préférerais utiliser partout. Ce sont des sciences partagées. C'est-à-dire que quelqu'un va travailler avec quelqu'un d'autre pour essayer de faire des différences, d'apporter des connaissances en commun. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Alors, les sciences participatives, telles qu'on les décrit nous ici, c'est une science. D'abord, il y a le mot science dedans. C'est important. Je tiens à le dire à tous nos amis qui nous écoutons. S'il n'y a pas de protocole scientifique, ça ne peut pas prétendre à être une science participative. Et participatif, ça veut dire que ça ne se fait pas qu'avec les professionnels. Hein. Il y a un mélange, on va voir plus ou moins intime, entre l'amateur éclairé, ou pas éclairé au début, mais qu'il devient. On va parler de Speeple tout à l'heure, on a formé des gens. Je vous raconterai une anecdote tout à l'heure, justement, qui m'est arrivée sur ces histoires-là. C'est ça qu'il faut vivre comme ça. Alors, la science participative, c'est un accord entre un laboratoire de recherche hein, sur un choix initial de sujet. Ça veut dire qu'on va se mettre d'accord en disant, ben voilà, nous, aujourd'hui, on veut travailler sur des oiseaux, sur des poissons-chats, ce que vous voulez, et on va mettre nos éléments en commun. La science citoyenne est un petit peu différente parce qu'au départ, elle est individuelle. Elle peut devenir collective au niveau d'un groupe, hein, avec des motivations très diverses. Quelquefois sans démarche scientifique au tout début. Hein, ça s'est passé comme ça au départ. Le problème que vous allez comprendre ici, c'est la validation de la donnée. Hein, à quel moment, quand quelqu'un apporte à une base de données, on va en parler beaucoup tout à l'heure, un élément, le lézard vert, je l'ai vu ici. Bon, est-ce que c'est bien un lézard vert? À quelle époque de l'année? Donc c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, mais le caractère associatif va permettre de lancer le reste. Hein. Il faut trouver des pairs qui vous valident effectivement votre découverte. Hein. Sinon, effectivement, si on passe notre temps à vérifier. Alors, au début, on s'est beaucoup interrogé là-dessus, nous, professionnels du muséum, pour on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout aussi mal que ça. On va parler des people, c'est plus compliqué. Hein. Tout à l'heure, Aline parlait des insectes sur les fleurs. Bon, les oiseaux en France, quand vous en avez vu 300, c'est pas mal. Hein. Il y en a un peu plus que ça, mais le double, mais on ne les voit pas souvent, les autres. En insectes, rien que sur les fleurs françaises, il y en a plusieurs, ouais, largement 1500. Hein. Ça veut dire que là, on touche à des groupes. Et le problème aussi de la participation, c'est qu'il y a des groupes qui ne sont pas sexy, qui intéressent personne. On est très bon en sciences participatives en oiseaux, vous le savez très bien. On est très bon en mammifères aussi, bien évidemment, quelques poissons. Les insectes, c'est les jolis, hein, les lépidoptères, les papillons, les coléoptères. Sur Epsoc, j'ai pas grand monde. Et puis, c'est vrai qu'il y a des groupes, les araignées, très, très peu. Ça vient maintenant. On a eu les libellules qu'on ne connaissait pas et qu'on s'est mis à connaître parce que les gens les ont. Ça a séduit assez facilement. La science collaborative, elle est un petit peu différente. Il faut une réciprocité de l'information scientifique vers le producteur de données. Moi, j'y tiens beaucoup parce que tout à l'heure, je disais en fait, séduire, c'est facile. Hein. Je mets une petite annonce, voilà, qui voudrait venir avec moi regarder les papillons de la presqu'île de Crozon, en Finistère, par exemple. Je vais en trouver. Et puis, je verrai bien qu'au bout de quelques temps, il va manquer les trois quarts. Et puis, les gens ne continuent pas. La Botanica, il me disait on va recruter par semaine 3 personnes, mais il y en a 2 qui arrêtent de donner des informations. Donc, c'est tout ça qu'il faut garder. Et pour moi, c'est vraiment la clé des sciences participatives. Il faut vraiment qu'il y ait un retour de chaque côté. Et l'énorme intérêt pour nous, des participants que vous êtes, c'est que vous êtes partout et tout le temps. Moi, je me rappelle des amis ornithologues, mais le type, il n'était jamais sans sa paire de jumelles. Hein. Jamais, jamais. Moi, j'ai aucun pro qui fait ça, en fait. Hein. La nuit, il dort, il fait ses cours pendant la journée. Et c'est vrai que ça, c'est absolument génial parce que cette union très intime entre des professionnels qui ont besoin de données et le participant. Mais il faut que chacun s'y retrouve. Hein. On n'a pas, à nous, professionnels, à instrumenter des participatifs. Ça ne marche pas. Ça ne dure pas très longtemps. À l'inverse, j'ai vu des cas aussi excessifs dans l'autre sens où les gens me disaient « Ouais, mais de toute façon, à quoi vont servir mes données? Comment je vais m'y retrouver ?» Et je finirai par une anecdote. Tout à l'heure, tu me posais une question, Marion, récente. Quand on lance Speeple, donc c'est l'observation par une personne, souvent des enfants d'ailleurs, hein, un appareil photo, 20 minutes devant une fleur, et on photographie tout ce qui se pose sur la fleur pour venir butiner.
Déjà, il y a la fleur, hein, c'est quelle espèce de plante, hein. Je sais ce que disait Aline tout à l'heure. Deuxièmement, c'est quelle série d'insectes qui viennent. Et on m'avait dit, mais c'est beaucoup trop compliqué. J'ai gardé le courrier d'entomologiste belge qui était à la limite de l'insulte, hein. Il me dit, vous savez, là, le muséum, vous êtes en train d'organiser, monsieur le président, une pseudo-science. Ben, croyez-moi que 2 ans après, ces scientifiques-là sont venus en me disant, ben, écoutez, on aimerait bien avoir quelques données. Parce que ça a très bien marché, les gens se sont passionnés. C'était plus difficile au début que d'aller voir des oiseaux. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est bien entré dans le système. Donc tout ceci demande un tissu associatif très, très étroit, hein, très fin, qui permet à des amateurs super éclairés de former les autres, hein, en relation avec les scientifiques, qui doivent les accueillir dans leur laboratoire sur un protocole. Donc voilà un petit peu. Donc c'est très ténu. Je préfère parler de sciences partagées aujourd'hui, hein, que faire des différences. Mais c'est vrai que les sciences citoyennes aux États-Unis sont parties à la fin du 19e, hein, à une époque où relisez Thomas Jefferson qui raconte que quand les Amérindiens, les Indiens des plaines, ils savaient que les hommes blancs arrivaient quelques semaines avant qu'ils n'arrivent, parce qu'ils avaient introduit l'abeille domestique qui venait d'Europe et qu'ils voyaient arriver sur leurs prairies, sur leurs fleurs de leurs prairies, de l'Est en Ouest. Merci Gilles. Alors, tu viens de reparler de science, de pseudo-science. Alors, science, moi, ça me fait penser aussi à protocole. Tu as reparlé de l'importance des protocoles. Avant qu'on aille vers ce sujet-là, de pourquoi c'est important d'avoir des protocoles pour récolter les données, encore une fois, on avait envie de vous solliciter, chers participants, participantes, avec une question. D'après vous, qu'est-ce qui rentre dans le cadre des sciences participatives? Est-ce que c'est des projets, réponse A, des projets essentiellement à vocation pédagogique? Réponse B, des projets récoltant des données protocolées? Réponse C, des projets récoltant des données dites opportunistes? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui rentre dans le champ des sciences participatives? B et C arrivent dans le chat. Les trois, A, B et C. Certains répondent réponse B, réponse A, les trois. OK, on voit que c'est partagé. Pour toi, Gilles, qu'est-ce qui rentre dans le champ des sciences participatives? Est-ce que c'est uniquement des projets avec des données protocolées? Est-ce que c'est aussi des projets à vocation pédagogique? Est-ce que tu peux nous donner ton avis? Bon, c'est un petit peu les trois. Ça veut dire que l'opportuniste, effectivement, elle est plus difficile à classer parce qu'on n'a pas de cadre dans lequel la mettre. N'empêche qu'elle peut être sacrément utile, hein. Moi, j'ai vu telle bestiole tel jour, à telle heure, à tel endroit. La bestiole est bien validée ou telle plante, c'est utile. La protocolée a un intérêt, c'est qu'elle rentre dans un protocole, dans un cadre. Et donc, tout de suite, on a les témoins, on peut comparer ce qui s'est passé. Vous savez, en France, je l'ai vu ça sur les engouements. Par exemple, Papillon de mon jardin, ça a super bien marché. Parce que le français, il adore son jardin. Parce qu'il veut voir un truc que le voisin n'a pas. Par contre, ce qui a moins bien marché en France, c'était les données sur le climat, sur la phénologie, hein. Bon, j'ai ramassé quand la première prune, j'ai vu quand ma première hirondelle. Si c'est dans mon jardin, c'est intéressant, mais si c'est en celui d'à côté, c'est pas intéressant. Vous voyez que c'est beaucoup lié aussi. Les Anglais, par exemple, sont très différents, hein. Sur les bird watching en Angleterre ou aux États-Unis, c'est des centaines de milliers de personnes, hein. Vous regardez un petit peu ce qui se passe. L'association britannique d'ornithologues, c'est 1 million de personnes, hein. Nous, la plus grosse asso, c'est la LPO, c'est quoi? C'est 60 000 aujourd'hui en France, chez nous. Donc, et aux USA, ça a très bien marché aussi. Je vous dis simplement, le problème au départ, c'est pour le chercheur, trouver des gens qui s'intéressent aussi à des groupes moins connus, moins sexy. C'est très lié aussi à la production de faune et de flore, hein. Il est clair qu'on a vu que lorsqu'un livre sort sur les punaises, par exemple, ou bien sur des groupes, sur les libellules, sur les odonates, ou bien sur les orthoptères, hop, il y a eu tout un engouement de gens qui s'y sont collés. Mais avant, on travaillait sur ce qu'on avait. Les oiseaux, il y a combien de guides sur les oiseaux? Tout le monde les regarde. Je n'ai rien contre les oiseaux, je les adore, hein. C'est les derniers dinosaures, les oiseaux. Il ne faut pas oublier que c'est des dinosaures qui sont toujours avec nous, hein. Mais c'est vrai que ce protocole est très important à mettre en place au début. Quant à la pédagogie, elle est évidente parce que tout à l'heure, je disais, le premier intérêt, c'est effectivement qu'ils sont partout et tout le temps. Mais surtout, moi, c'est clair que ces sciences participatives, c'est un encouragement, mais clair, non équivoque, sur la sensibilisation du public le plus large possible. Et ce que j'aime quand on fait un appel d'offres, c'est que n'importe qui peut venir. Moi, j'ai vu trop de gens me dire, ah ben non, moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez fort, moi, je fais que des lettres, moi, je suis chirurgien. Non, non. Tout le monde qui a envie de donner un petit peu de son temps va
commencer à apprendre, à s'émerveiller très vite. Hein. Aline soulignait un enfant tout à l'heure devant. Je raconte des histoires assez marrantes récemment avec les enfants. Et puis, une fois que c'est pris, eh ben, on y passe une partie de son temps, on y met ses moyens, on y associe des déplacements et on participe à des grandes opérations. Mais c'est sûr que, par exemple, c'est plus facile pour moi d'avoir un type qui travaille sur les papillons dans le parc du Mercantour, l'amateur sur la faune des grands fonds à 8000 mètres, compliqué parce qu'il n'a pas accès à ces écosystèmes particuliers, ça coûte très cher au niveau des moyens lourds qu'il faut y associer. Mais ça vient petit à petit. Et c'est vrai qu'on a des choses assez extraordinaires. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour ces participatifs-là. Surtout ceux qui vont rester avec nous, femmes et hommes de bonne volonté. C'est tout ce qu'il nous faut. Le reste, ça vient avec le temps. Mathieu pose la question dans le chat, est-ce que du coup l'exploitation scientifique des données est moins facile dans le cas de données opportunistes? Et peut-être la question subsidiaire, c'est pourquoi est-ce qu'un protocole, en quoi un protocole ça aide et pourquoi c'est important quand on fait des sciences participatives, Gilles? Oui, mais bien sûr, parce que le protocole est fixé. Par exemple, je reviens à mes insectes pollinisateurs de Spipol tout à l'heure, là. 20 minutes devant une fleur. Si un coup c'est 30 minutes, un coup c'est 2 heures, ben, je ne peux rien comparer du tout, en fait, sur la fréquence de venue, sur les… Donc, ça veut dire que le protocole m'aide à pouvoir avoir des garde-fous pour pouvoir tirer des enseignements. Par exemple, combien d'oiseaux j'ai perdu dans les champs agricoles en France depuis 18 ans, par exemple, hein, avec le même protocole, avec la même cartographie. Maintenant, la donnée opportuniste, je ne la rejette pas du tout. Si elle est certaine, hein, parce que souvent, on a des trucs assez farfelus, mais si elle est certaine, pourquoi pas? Des très grandes découvertes scientifiques ont été faites dans des conditions totalement opportunistes. Hein. Je vous rappelle, la sérépendicité, je vous rappelle que la découverte de la pénicilline, ben, Fleming, simplement, il a vu un truc que d'autres chercheurs avaient déjà vu, mais sans retenir l'intérêt de l'observation. Hein, ces boîtes de pétri avec ces champignons, ben, elles sont mitées, avec ces bactéries, ils sont mitées parce qu'il y a un pénicillium qui est arrivé dessus. On a plein de découvertes comme ça. Combien de fois on cherche quelque chose, on a une idée dans la tête, on trouve exactement l'inverse. Donc, il faut le prendre. Le vrai intérêt du chercheur, de son cerveau, là, c'est de remarquer quelque chose, comme d'autres l'ont vu. Mais lui, il remarque, il en tire des conséquences, et il essaye de l'expliquer. Donc voilà pourquoi le protocole, c'est plus carré pour sortir des choses, mais la donnée opportuniste peut être très utile aussi, bien évidemment. Et Gilles, tu as déjà répété plusieurs fois là, depuis le début de notre échange que tout le monde pouvait participer. Que ce n'était pas seulement voilà, des personnes avec des connaissances incroyables, mais que vraiment tout citoyen pouvait participer. Maintenant, tu dis que voilà, il y a le protocole qui est important. Comment on fait quand même à un moment pour valider les données, justement quand on part de données qui sont remontées par des personnes qui peuvent venir de n'importe où, qui n'ont pas forcément tous le même niveau de connaissance, etc. Est-ce qu'il existe des systèmes de validation, des formations? Oui, par l'encadrement local. Ça veut dire que pour moi, il n'y aura pas de sens participatif sans un tissu associatif local partout. Hein, je pense pour le cas d'une jeune femme, voilà, tiens, elle me dit, ben moi, je voudrais bien m'intéresser aux araignées. Ça existe, hein. Christine, s'occupe des araignées au muséum à Paris. Eh bien, au début, toute seule, elle a du mal, bien sûr. Donc, elle va trouver quelqu'un qui va lui montrer telle espèce à tel moment de l'année, dans telles conditions. Parce que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui posait une question sur les opilions. Qu'est-ce que ça bouffe un opilion? C'est intéressant. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est intéressant. Alors, elle va se former localement. Ça veut dire que nous, on a un vrai travail aussi au niveau des scientifiques, c'est de former le monde associatif au départ. Et puis souvent, ils arrivent au muséum, ils sont meilleurs que nous. Hein. Moi, j'ai vu, par exemple, ce qui est fréquent au muséum, on a un jeune qui va nous voir, ou un moins jeune, hein, quand il prend sa retraite. Voilà, je voudrais classer les cicindèles du muséum, hein, des coléoptères magnifiques qui courent l'été, qui volent et qui sautent. Eh bien, une fois qu'il leur a monté patte blanche et qu'on leur a trouvé effectivement de très bonne qualité, il va nous classer les collections de cicindèles. Mais ensuite, ceci va rayonner sur d'autres. Donc, il faut pour la personne qui vient sans connaissance spécifique, auprès d'autres qui l'apprennent. Et puis, rapidement, il deviendra aussi capable de le faire. Sur l'histoire de Spipol, en 2 ans, il n'y avait plus beaucoup d'erreurs sur les déterminations à la fois des fleurs et à la fois des insectes qui venaient butiner parce que les gens s'y sont mis. Et je vous répète, c'est plus difficile que les oiseaux, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc, on a besoin de beaucoup de monde. Tout le monde peut participer.
comment est-ce qu'on fait pour fidéliser tous ces participants? Tu l'as mentionné dès le démarrage de nos échanges, c'est facile de séduire, entre guillemets. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les participants sur la durée? Et pour toi, qu'est-ce qui est important sur ces Oui, sujets? ça c'est très important pour moi. Et là, la seule clé, elle est dans la restitution des données. Ça veut dire que si on… Parce que vous savez, moi je vivais en pays catalan là récemment, et donc j'ai là la Fédération des réserves catalanes. Il n'y a pas un endroit en France où il y a autant de réserves parce que c'est, vous savez, il y a un gradient nord-sud. Hein. Il y a beaucoup plus d'espèces dans le sud que dans le nord, dans l'hémisphère nord. Et c'est vrai que donc il y avait un réseau de données depuis très longtemps, très longtemps. Ils ont mis du temps à accepter que leurs données passent dans le fichier général français du Muséum national d'histoire naturelle parce que même question, bon, oui, mais moi, vous savez, vous avez des amateurs qui vous disent, moi, je connais mieux que les professionnels, tout existe. Hein. Et le pro qui dit, bon, ils ne connaissent rien, de toute façon, il faut du respect mutuel. Hein. On va parler tout à l'heure, on a parlé d'aspect social et d'aspect aussi. Chaque changement de l'extérieur en climat ou en biodiversité a un impact social. C'est pareil pour nos sciences participatives. Il faut le respect de l'autre, mais le corollaire immédiat, c'est que si je donne, je reçois. Donc, moi, je mets toutes mes données que j'ai fait depuis 20 ans. J'observe, par exemple, je ne sais pas moi, les papillons de la réserve de Mentate dans les Pyrénées-Orientales. Je vous les donne. En échange, j'ai accès à un fichier national sur autre chose. Donc, c'est la restitution. Et tous les scientifiques qui se sont prêtés au jeu des sciences participatives l'ont bien compris. Si on ne restitue pas avec un profond respect du partagé, du participant, ça ne marche pas. Même jusqu'à la publication d'articles scientifiques, hein, on l'a fait. Hein, quand vous avez un super spécialiste de tel groupe de papillons qu'on amène en Papouasie, bah évidemment, qui va signer la publication avec nous. Et même, on les emmène dans des coins où ils ne seraient jamais allés eux-mêmes, hein, quitte à voir dans un sous-marin profond ou dans la canopée. Quand on a eu les moyens pour la canopée, les coléoptéristes ont été émerveillés. Il y avait des choses mais incroyables qu'on n'avait jamais vues parce qu'ils ne descendaient jamais au sol. On en trouvait un tous les 30 ans tombé par terre. Hein, on le trouvait dans un estomac de poisson. Hein. Il y a pas mal de bestioles trouvées dans des estomacs de poisson avant qu'on trouve la bestiole elle-même qui vivait dans la forêt autour. C'est tout ça. Donc, restituer, ça veut dire les rencontrer régulièrement. Ça veut dire ce qu'on a fait avec les données qu'ils nous ont données. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est tout ça. La barrière, elle est limitée. Je vous disais tout à l'heure, il y a des fois, il y a plus d'espèces décrites par des amateurs que par des professionnels. Il y a des groupes où il n'y a plus de professionnels. Aujourd'hui, c'est très difficile en France de recruter un jeune pour qu'il devienne professionnel d'un groupe faunistique ou floristique. Hein. C'est très difficile parce qu'on est sur d'autres aspects. Ce n'est pas valorisant pour une carrière scientifique. Souvent, on triche. Hein. On prend quelqu'un qui est très bon dans quelque chose de très moderne en biologie moléculaire, mais en même temps, c'est un super amoureux d'autre chose. Et là, effectivement, il va nous aider de façon considérable à améliorer les connaissances. Il faut vraiment cette relation-là et que les collections nationales soient nationales. On ne laisse pas n'importe qui y rentrer. On a eu des gros soucis. Hein. On a eu des vols importants de coquillages, d'insectes, même d'oiseaux naturalisés. Alors maintenant, on fait attention. Mais une fois que la personne a démontré ce qu'elle sait faire, qu'elle vit avec nous, qu'on les rencontre régulièrement, donc rencontres régulières, qu'on restitue au sein de réunions ou d'écrits des choses qu'on a trouvées ensemble. Hein. Regardez ce merveilleux papier qui sort en janvier 2012 et qui montre 10 000 participatifs, 10 000, toute la pointe de l'Europe, hein, de la Finlande jusqu'à l'Andalousie, deux groupes, les papillons diurnes et les oiseaux. Et on montre qu'en 18 ans, nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord et nos papillons 114. Alors là, on n'a pas mis les noms de tous les participants, bien sûr, sur la publication, mais ils sont cités. Et ce travail-là est très riche. À la fois, bien sûr, pour les scientifiques qui ont fait ce travail, c'est très valorisant. Pour tous les amateurs sans lesquels ça aurait été absolument impossible. Et puis surtout, c'est un merveilleux outil indiscutable contre tous les gens qui vous disent qu'il n'y a pas de changement climatique, c'est du pipeau. Donc c'est là que nos participatifs, croyez-moi que le participatif, une fois qu'il s'est attaché à un milieu, il ne laissera pas le député du coin aller mettre des pesticides dans sa mare. Donc ça aussi, c'est super important, dans un maillage beaucoup plus fin que ne pourraient le faire les scientifiques. Et Gilles, comment est-ce qu'on fait quand la restitution arrive des années plus tard, la collecte des données? Parce que, voilà, c'est une vraie question, ça, Marion. Par exemple, je vais prendre un exemple, Santo. Santo, c'est une petite île de l'archipel du Vanuatu, dans l'océan Pacifique Sud, au large de la Nouvelle-Calédonie.
il y a des choses incroyables, parce que ce sont des volcans hein, qui sont dans un archipel, et on décide d'aller faire une expédition, ce qu'on appelle la planète revisitée. C'est Philippe Boucher, chez nous, qui est le grand homme de la planète revisitée, et qui n'hésite pas à emmener des amateurs éclairés avec nous, hein, parce qu'il y a un type, bah, c'est le meilleur des étoiles de mer de la région, par exemple, hein, mieux que des professionnels. Puis c'est aussi tout de suite international, bien sûr. Il y a un Japonais, il y a un Chinois, il y a un Allemand, il y a un Américain, et des gens locaux. Aujourd'hui, on ne va plus jamais dans un site du monde sans emmener des gens locaux, chercheurs ou amateurs éclairés aussi, en Papouasie. Donc, je reviens à Santo. Santo, on le fait en 2006. On y passe 2 saisons successives. Les premières données, elles tombent 5 à 6 ans après. Parce qu'il faut archiver. Ce n'est pas rare aujourd'hui de trouver une espèce, de savoir qu'elle n'a jamais été décrite. On la met dans un coin, on va la décrire, des fois 20 ans après sa découverte. Et quand on y retourne, elle n'existe plus. Parce que l'endroit où il vivait a été détruit, hein, pollué, la forêt a disparu. Donc, c'est vrai. Et le monde scientifique académique met beaucoup plus de temps à avancer. Et ça relance le débat sur la détermination espèce par espèce qu'on aborde tous les jours, nous. Est-ce qu'on a encore le temps de décrire tout ce qui est avec nous? On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, avec des groupes entièrement orphelins. Hein. Je parle des nématodes du sol tout à l'heure. Personne ne connaît les nématodes. Et je ne parle pas des micro-organismes, bien évidemment. Hein. Les diatomées, qui connaît les diatomées? C'est très en eau douce, en eau saumâtre, en eau de mer, profonde, pas profonde, chaude, froide. Donc, ça veut dire qu'on a besoin aussi d'aspects très massifs, de séquençage massif. Et ça, ce n'est pas à la portée de l'amateur. Donc, ça veut dire que les nouvelles techniques de taxonomie nous permettent d'aller plus vite et plus loin. Mais n'empêche que s'il n'y a pas un type capable de mettre un nom sur le truc, on a eu des cas hein, d'espèces vivantes séquencées, des mollusques en particulier. Ce n'était pas l'espèce qu'ils croyaient séquencée, parce qu'ils s'étaient plantés sur la détermination initiale. Donc, ça repose des questions. Il nous faut absolument ces naturalistes. On ne peut pas se passer de ces connaissances. Donc, s'il y a beaucoup moins de chercheurs payés pour faire ça, il faut qu'on ait un monde naturaliste en évolution très important. Et si vous ne le respectez pas, bah, ça ne marchera pas. C'est pour vous montrer que tout ça est totalement agrégé. Hein. L'intérêt du participatif, je disais, il est partout et tout le temps, pas tout seul. Il est avec tous les autres. Et donc, la restitution, je répète, est très, très importante. Donc, on va les garder, les fidéliser, si on les respecte, si on les met en valeur. Et s'il comprend que son apport à lui, il n'est pas si négligeable que ça. À son niveau à lui, ce qu'il a apporté, c'est souvent parfois essentiel. Donc, voilà pourquoi, des fois, il y a des données opportunistes aussi qui peuvent être intéressantes. Il faut les valider, par contre. Merci beaucoup, Gilles. Il nous reste voilà, une petite minute avant qu'on passe à la partie questions-réponses avec les participants. J'ai vu déjà qu'il y avait quelques questions qui arrivaient dans le chat. Gilles, quel mot tu voudrais faire passer à tous les porteurs, les porteuses de programmes de sciences participatives, ou peut-être les futurs, parce qu'on a vu qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément encore impliquées dans tes programmes et qui aimeraient en lancer. Quel message t'aimerais leur passer aujourd'hui ? Je vais m'adresser aux femmes. Ayez confiance en vous, les filles. Vous êtes largement aussi bonnes que les garçons pour tout d'ailleurs en général. Hein. Et quand je vois les petites filles qui disent bah non, moi je connais, mais c'est pas possible. En seconde, quand je dis faites une école d'ingénieur, non, non, c'est pas pour les filles. Donc allez-y massivement, et les garçons aussi, ayez confiance en vous. Essayez de ne pas tout prendre en même temps, de vous spécifier sur quelque chose de particulier. Et puis surtout, de passer rapidement de l'observation directe et de la mention de quelque chose à un endroit précis, à un temps précis, à une vraie défense de l'environnement, en vous disant que c'est tellement beau, je suis tellement émerveillé par ce que j'ai vu, que j'ai envie que ça reste demain. Pour ma fin de vie à moi, on l'oublie, on ne parle que des enfants. Non, non, on est dans un système tellement accéléré aujourd'hui que notre fin de vie sera affectée si on continue comme ça. Nos enfants, nos petits-enfants, puis surtout partons du principe que quand on a eu le droit à quelque chose, pourquoi est-ce que nos successeurs n'y auraient pas le droit, hein? Et nos droits, ils s'arrêtent quand on commence effectivement à empêcher le droit d'autres et qu'on arrête de penser bien sûr que à l'humain. Hein. Tout le reste, gardez un bout de nature sauvage dans votre jardin, les participatifs là. Pas de pesticides et puis surtout un œil toujours émerveillé. Je vous assure qu'on peut être totalement émerveillé à 60 ans. Mais en général, on ne l'a pas été à 20. Si vous l'êtes à 20, gardez-le, mais commencez à vous émerveiller beaucoup plus tôt avant 60. Merci beaucoup, Gilles. Ouais, merci pour tous ces partages lors de l'échange qu'on vient d'avoir ensemble. Ce que je voulais vous proposer à toutes et à tous, c'est maintenant de reformer des petits groupes pour, pendant 5 minutes, vous étonner, partager sur ce que vous venez d'entendre, ce que Gilles vient de nous partager lors de cette interview. Et puis, pour formuler par petits groupes de 4, une question que vous aimeriez poser à Gilles. OK ?
Donc, vous allez avoir, à nouveau, vous allez être répartis en sous-salles virtuelles. Laura va bientôt lancer les salles. 5 minutes pour ensemble vous étonner des propos de Gilles et proposer une question que vous aimeriez poser à Gilles. Et donc, dans le groupe, identifiez bien une personne, un rapporteur, une rapporteuse qui sera chargée d'écrire la question dans le chat quand on reviendra en plénière. Et ensuite, on fera un temps de questions-réponses pour répondre aux questions que vous vous êtes posées en sous-groupe. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, je vois que Laura a dégainé les salles. Et bien, c'est parti, on se retrouve dans 5 minutes pour poursuivre les échanges avec Gilles, avec vos questions. Gilles, tu as déjà eu aussi quelques questions dans le chat que je prends en note. Gilles, il y a eu plusieurs réactions à ton mot de la fin et l'encouragement des femmes aussi. Tu sais, en tant qu'enseignant, je passe mon temps à donner aux filles confiance en elles-mêmes. C'est vraiment un travail terrible. Hein. Elles sont matraquées depuis toutes petites et c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Quel rôle on leur a donné dans l'histoire? Je ne connais aucune espèce comme ça qui nie un de ses sexes. Il n'y a que l'humain. Hein. Et ça ne s'arrange pas vraiment. Donc là, il faut vraiment y aller. C'est terrible. Hein. C'est quelque chose qui s'arrange. J'enseigne partout, à Sciences Po, tu vois. J'enseigne à l'école de la magistrature maintenant, dans les écoles de commerce, à AgroParisTech évidemment, en écologie, en médecine, dans les écoles véto. Redonner confiance aux filles, c'est absolument essentiel. Et pourquoi elles n'ont pas leur confiance? Parce qu'on a passé leur temps à leur dire le contraire. C'est vraiment quelque chose de très important. En tout cas, tu as eu plusieurs merci pour ce mot-là dans le chat. Ah ben, je suis profondément convaincu. En plus, tu sais, moi, j'ai 2 filles et 3 petites filles. Alors, tu vois. Ah oui. Ça doit aider. Tu as des garçons aussi? Non. Tu n'as que des filles? Ouais, j'aime que les filles. Tu sais, c'est bien pour un papa parce que les filles sont amoureuses du papa et les petites filles du grand-père. Donc, c'est quand même sympa, écoute. Tu sais, elles me posent la question, les 3, elles me disent, Gilou, c'est le grand-père, raconte-nous une histoire de petite cellule. Et je passe mon temps à raconter des histoires de petites cellules. Alors, fais-moi penser tout à l'heure, avant de conclure, de raconter mon histoire d'acarien avec un petit garçon. Elle est très belle, cette histoire, qui m'est arrivée il y a quelques jours. Ça marche. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre quelques questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais l'idée, c'est de pouvoir peut-être revenir vers les participants après les rencontres avec peut-être un question-réponse, si tu as le temps de répondre aux questions qui restent. Et puis, on clôturera. Je te redonnerai la parole pour raconter l'anecdote des acariens si tu ne l'as pas déjà raconté. Tu vas rigoler, tu vas voir. Ça marche. Et ouais, il y avait notamment une question dans le chat. Gilles, vous parlez avec conviction du temps qu'il faut et de la confiance dans le travail des personnes bienveillantes sur lesquelles il faut se reposer. Mais de combien de temps dispose-t-on? Vous l'avez dit, dans 70 ans, la moitié des espèces auront disparu.
alors ne doit-on pas s'organiser de manière plus volontariste, même J'ai lu dans il y la a joie? la question d'Irène aussi, qui est très juste. Hein. Tous les chercheurs ne sont pas aptes à faire des sciences participatives, c'est très clair. Hein. Le chercheur qui considère le participatif comme un fournisseur de données uniquement ne m'intéresse pas. Elle a raison dans sa question, là, Irène. Et peut-être si tu as… Alors, je ne sais pas s'il y aura cette question-là à nouveau sur la restitution, mais tu sais, tu m'avais parlé de l'exemple de Tela Botanica. Oui. Je pense, n'hésite pas, si jamais, si tu penses que ça peut illustrer davantage… Oui, il y a aussi une question essentielle, on l'a abordée, c'est la validation des données. C'est très important que des gens nous aident à faire ça, bien sûr. Hein. Parce que tout le monde doit avoir accès aux données, c'est très important. Hein. Mais il faut qu'on change notre regard sur la nature, et c'est là que les sciences participatives sont essentielles. Il y a un projet intéressant, c'est le projet aussi de faire ça avec les touristes aussi. C'est pas inintéressant. Ouais. Qui ont envie d'être utiles là où ils passent leurs vacances. Bien sûr, c'est pas derrière sur la plage à siroter son pastis acheté en détaxe en Espagne. Hein, c'est autre chose. Là. La Concaro, non, là, on a Opération Plancton avec des bateaux de croisière. Ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Ouais. J'étais avec François Gabard la semaine dernière. Là, on relance un débat sur ce qu'est l'océan aujourd'hui. Ces jeunes-là sont super motivés. Hein. Mais c'est pareil pour l'histoire du plastique dans l'océan. Hein. Quand est-ce que tu repasses à Concarneau? Écoute, je devais y aller là parce que Bilou Jourdain m'a écrit hier, parce que ça y est, son bateau est prêt là. Oui. Donc, je vais venir, mais avec François, je n'ai pas pu y aller. Mais comme il m'a promis que si je viens à Concarneau, il me fait faire un tour avec son nouveau bateau, j'ai encore plus envie d'y aller. D'ailleurs, c'est comme ça que Bilou m'avait séduit, parce qu'il m'a dit, si tu viens, je t'emmène. Et le IMOCA, où il m'avait emmené au Guénan, il a gagné le Vendée Globe, tout simplement. Ouais. Donc, je suis trop fier d'avoir barré un quart d'heure le bateau vainqueur du Vendée Globe, tu vois. Et c'est pareil pour François. Non, mais je vais revenir, c'est sûr. De toute façon, moi, je reviens à Dornenay au moins une fois par an. Hein. J'ai toujours mes sœurs qui sont là-bas. Hein. Eh oui, tu as les racines bretonnes. Complètement. Hein. Je suis venu, j'avais 4 ans, et puis j'ai l'âme bretonne chevillée au corps. Je ne suis pas génétiquement breton, mais par contre, je connais mieux la Bretagne que beaucoup de Bretons, tu peux me croire. Parce que non seulement je traquais les coléoptères pendant longtemps, mais en plus, j'étais coureur cycliste, tu vois. Donc, toutes les kermesses du coin, on allait faire du vélo. On ne va pas très vite en vélo, on attend de regarder la nature quand même, tu vois. Alors, tout le monde est en train de revenir en salle plénière. Génial. On parle un petit peu de l'outre-mer aussi, si tu veux bien. Ah, il y aura peut-être des questions sur le sujet. L'outre-mer, le message est passé. On a eu des échanges avec différentes personnes d'outre-mer, effectivement, où on nous faisait remarquer que l'horaire était pas forcément pratique. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix, tout simplement, de savoir à quel horaire on faisait les choses et comment on pouvait toucher le plus de personnes possible. Et le problème, c'est qu'entre Nouméa, Pointe-à-Pitre, etc., les fuseaux horaires sont pas les mêmes. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est super. Tu prends le Labrador avec Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas comme la Réunion et c'est pas comme Tahiti, ça c'est clair. Hein. Mais justement, que je fais ça avec les lycées français, parce que maintenant j'interviens auprès des lycées français à l'étranger, on fait 4 fois dans la journée la même intervention. Et on met l'Amérique du Sud d'un côté, l'Asie orientale de l'autre, le Pacifique de l'autre, et ça marche bien. Mais ça va intervenir 4 fois. Mais ce n'est pas les mêmes enfants pour former les éco-délégués. Mais c'est une bonne idée. Nous, en tout cas, on sera preneurs de vos idées et voilà, pour qu'on puisse réussir à faire en sorte que le collectif puisse fonctionner aussi correctement aux Outre-mer et qu'on puisse organiser des temps comme ça qui nous permettent d'échanger, de partager avec les personnes qui sont de l'autre côté de la planète. C'est fondamental parce que, de toute façon, une bonne partie du vivant se trouve chez eux. Et c'est là que ça parle le plus vite. Hein. Donc, le climat, en ce moment, impacte incroyablement sur les zones françaises d'outre-mer. Hein. Ouf. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on s'en préoccupe. Il faut qu'on trouve les bons amateurs locaux.
Alors, ce que je vous propose, c'est s'il y a les rapporteurs ou les rapporteuses, alors féminin, c'est pas très joli, mais bref, vous m'avez comprise. Si les personnes qui ont noté la question du sous-groupe peuvent les écrire dans le chat, je vois que Anne a déjà écrit la question. Voilà, elles arrivent et on va les prendre au fur et à mesure pour continuer les échanges avec Gilles. Alors, première question, peut-être Gilles. Question du groupe de Anne. Quel impact les résultats de ces programmes de sciences participatives, issus d'un effort collectif et citoyen, pourraient avoir ou ont sur les politiques publiques de conservation de la nature? Oh bah, ils en ont évidemment, hein, puisque c'est très robuste en fait. Quand j'ai 10 000 personnes qui apportent des éléments pour affirmer un fait qui devient scientifique, puisque, vous savez, on a un gros drame en ce moment que l'on vit, et je dis ça à tous mes amis participatifs, c'est la confusion entre la science établie et la science en marche. Et ça, depuis le Covid, je passe mon temps à hurler. Hein. La Terre est ronde, la glace, elle se prend en masse à 0 degré. Et puis, ben, est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine marche contre le coronavirus? Ça, je suis désolé, ça n'a pas quitté les laboratoires. C'est le rôle du médecin de mettre au point ces médicaments. Eh bien, c'est pareil pour les sciences participatives. Donc, ce que ça a eu, comme c'est très robuste, c'est de puissantes données pour qu'on puisse infléchir des décisions, par exemple sur des matières de zones qui sont boisées, sur les corridors écologiques, sur l'observation de la communauté européenne de l'évolution climatique. C'est très important parce que, encore une fois, on peut me critiquer une manip par rapport à une autre. Là, venir me critiquer que 10 000 personnes nous amène à conclure collectivement que nos oiseaux sont partis vers le nord ou bien qu'ils sont assassinés par les pesticides qu'on met sur les champs, c'est très puissant. Donc c'est un très bel outil. En plus, le participatif va quand même pas tellement tolérer qu'on aille contre ceci si effectivement il a participé à l'action en question. Donc c'est très important pour moi, bien sûr. Dans la stratégie nationale biodiversité, c'est massivement pris en place. Par exemple, les pesticides dans les terrains agricoles. Merci Gilles pour cette réponse à cette première question. Alors après, on a plusieurs questions qui visent différents types d'acteurs. Alors on a une première question sur, OK, on a parlé de comment fidéliser les observateurs, mais comment est-ce qu'on motive les acteurs locaux, mairie, université, labo, recherche. Après, tu as une question sur comment on motive les entreprises, les auto-entrepreneurs, donc plutôt le secteur économique. Et tu as eu une question aussi sur comment on motive un public jeune. On parlait des enfants tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc à la fois acteurs locaux, entreprises et les plus jeunes. Comment est-ce qu'on s'y prend? Je vais commencer par les enfants en racontant une anecdote. Ceux qui me connaissent, qui ont écouté mes conférences, je montre à un moment une photo sur un écran de 10 mètres carrés, c'est impressionnant, sur les acariens dans notre lit chaque matin, entre 1 et 2 millions. Alors les gamins regardent ça, ça a des épines, des poils partout, oh là là. Et première question d'un petit garçon il y a quelques jours, c'est tout récent, parce que les adultes me disent « Oh là là, c'est dégoûtant vos trucs là », et puis moi je fais des allergies, donc on discute beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'ils font dans un lit? Ils mangent les poils, ils mangent la peau qui se desquame, ils mangent les cheveux d'un humain, toutes les humeurs dans un lit humain le matin après quelques ébats nocturnes, mais ils sont là. Et ils sont là parce qu'on y a dormi. Et le petit garçon il me dit « Mais Gilles, alors, quand je me lève faire pipi la nuit, que je reviens et que je me recouche, j'écrase mes acariens. » Ben voilà, ça c'était merveilleux. Mais je dis non, tu les écrases pas parce qu'ils se mettent dans les interstices des draps. Ils sont tellement petits que tu les écrases pas. Mais c'est génial qu'ils soient là, on vit dedans. Et sans protistes, sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière. Ça c'est pas pour les enfants, c'est pour les grands. Il n'y a pas de fromage non plus. Un Français ne peut pas exister sans les levures. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on raconte. Alors, après, sur les enfants, le plus grand outil, pour moi, c'est Viginature École. C'est-à-dire que là, donc, on avait fait Viginature avant, et puis après, il y a eu le grand projet du muséum qui s'appelle 60 millions d'observateurs, qu'on a lancé il y a quelques années après les premiers programmes participatifs, avec des investissements du grand avenir. Puis, il n'y a pas que le muséum, il y a des universités en France comme Montpellier, Rennes, ils font des choses extraordinaires aussi, Toulouse, et il y en a partout des participatifs maintenant. Justement, j'ouvre une petite parenthèse pour répondre à Irène qui dit, elle a raison, que si les scientifiques j'utilise le mot exprès à cette question-là, le participatif pour le filer la donnée sans qu'il s'occupe de lui, ça ne m'intéresse pas. Le scientifique, je ne sais pas que j'ai envie de les former, c'est que ceux qui ne sont pas formés ne m'intéressent pas. Donc moi, ce que je veux, c'est dire aux scientifiques qui ont envie de faire ça avec nous, qui sont amoureux des participatifs et des autres qui sont non scientifiques, c'est là que ça marche. Idem dans l'autre sens. J'ai eu quelques cas de gens qui m'ont dit « mais les pros, ils connaissent rien, ça ne tient pas debout ». Comment on travaille tous communément? Alors, Viginature, ça a été extraordinaire.
Et VG Nature École, c'est la même chose pour les enfants qui se livrent à un protocole de SPIPOL ou bien d'observation d'oiseaux, de renaturation des cours d'école, c'est très important. Avec tous les enseignants de France, on a un gros projet en ce moment d'enlever le bitume dans les cours d'école et de remettre effectivement de la biodiversité, de garder des arbres, de garder des bouts de nature un petit peu sauvages, de construire les nouvelles écoles différemment, beaucoup plus vertueusement que ce qu'on faisait avant, dans l'énergie utilisée, dans les bétons utilisés, dans l'intégration dans les paysages. Ça vient tout ça aussi. Alors localement, bien sûr, la biodiversité elle est d'abord locale. Je ne vais pas commencer avec des amis d'Arcachon m'intéressant à la biodiversité de Strasbourg. Ce n'est pas leur problème, mais c'est normal. Donc, on va commencer localement avec les enfants, avec les adultes. On va aller sur le terrain. Puis un jour, peut-être qu'on aura envie, lors d'un voyage, d'aller voir ce qui se passe en Indonésie, mais de façon effectivement raisonnée. On parle beaucoup des avions en ce moment. Et moi, on me pose la question, parce que vous vous rappelez, j'avais présidé les assises du transport aérien. On me dit, quand est-ce qu'on aura autant d'avions qu'avant? Jamais, jamais. On vit un drame en ce moment, c'est le low cost en matière d'avions. Vous avez des vols aujourd'hui à 5 € pour aller à Marrakech. C'est une catastrophe environnementale, je pèse mes mots. Et il y a des Anglais qui viennent tous les samedis picoler à Malaga parce que l'avion vaut 5 €. Ils s'occupent pas, ils n'apprennent pas l'espagnol, ils n'en ont rien à faire des gens là où ils se trouvent. Ils picolent et ils rentrent bourrés. Ça, je suis désolé, ce n'est pas possible avec une nature harmonieuse. Ça, il faut l'oublier. Mais je ne suis pas contre les avions. D'emmener sa copine ou son copain passer 3 semaines en Indonésie en respectant les gens sur place, en faisant attention, pourquoi pas? Mais une fois par an, pas tous les 15 jours. Et c'est là que je me bats contre ces programmes où on vous dit emmenez votre copine au Galapagos. C'est pas ça. On le fait une fois dans sa vie. On n'y va pas trop fréquemment. Donc, c'est tout ça la mesure. Donc, localement, oui. Voir un petit peu. Il y a un programme de participation qui s'occupe de touristes, c'est-à-dire que les touristes qui sont déjà formés à ces sciences-là vont aller dans un pays particulier et en plus de respecter les gens qui sont là, de faire attention à leur consommation, ils vont aussi faire des observations de sciences participatives. Alors, on a dit local, alors entreprise. Alors, entreprise, ça vient. Moi, je faisais partie d'une génération de chercheurs publics à l'époque, quand j'avais 20 ans. L'entreprise, c'était un peu le grand Satan. On me disait, oh là là, c'est les types qui polluent, qui détruisent, on voyait que Monsanto et Bayer. C'est pas du tout ça aujourd'hui. Je travaille beaucoup. Alors, avec les grands groupes, j'ai commencé depuis longtemps, avec EDF, beaucoup avec les cosmétiques. Je travaille beaucoup avec L'Oréal, avec Clarins, avec Chanel. Ces gens-là sont très concernés par ces questions-là, avec des questions du style. Quand je vais dans tel endroit de la planète, si je ne mets pas une crème solaire, avec le trou dans la couche d'ozone, je me prends des coups de soleil et des cancers de la peau. Mais à l'inverse, je veux être absolument assuré que la crème que je vais utiliser, elle ne va pas tuer le corail là où je me trouve. Donc, il y a plein de questions qui sont comme ça, qui sont super intéressantes. Et puis, pour les PME, aujourd'hui, moi, je ne connais pas un patron de PME, allez, je dirais 1 sur 100, qui, quand ils m'écoutent, me disent tes trucs, là, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Non. Ça a fini. Maintenant, ils savent très bien que leur business ne sera plus possible si on laisse le système dériver comme c'est le cas en ce moment. Idem au niveau du monde paysan. Et il faut absolument aujourd'hui… Et souvent, ce qui a tout tué, c'est le low cost. On n'accepte pas de payer ce qu'on mange. Le jour où on paiera décemment le monde agricole, ils arrêteront les pesticides. C'est pareil pour les histoires d'avions que j'évoquais tout à l'heure. Comment on respecte, et puis surtout, c'est l'usage futile. Moi, je suis désolé, un avion, il n'a pas été inventé pour aller picoler le samedi soir de Londres à Malaga. Voilà, c'est pas fait pour ça. Comment est-ce qu'on fait Et ça, c'est, vous savez, notre principal ennemi à tous, c'est la démesure. Voilà où l'homme est démesuré. On a perdu le sens de la mesure. Et le vivant, on le perd pour les mêmes raisons. Pêcher, ça va, pêcher, surpêcher, c'est vraiment con. Pareil pour la déforestation, pareil pour la dissémination de tout partout. On n'a pas la culture de l'impact. Donc, il nous faut 4 piliers pour moi. La science, la vraie science, pas les opinions, la science. Il nous faut bien sûr la politique, laquelle on pourra en discuter si vous voulez pour finir. Il nous faut les ONG et les citoyens, les sciences participatives. Et il nous faut l'entreprise. On ne se sortira pas de la situation actuelle si l'entreprise ne participe pas massivement à ces questions de régulation du climat et d'effondrement du vivant. Merci Gilles. On a plusieurs questions aussi qui reviennent sur le thème de la restitution. On en a un peu parlé dans l'interview. Et là, il y a plusieurs questions qui nous invitent à creuser. Comment répondre aux besoins des retours des participants à court terme alors que le pas de temps de recherche est long?
On l'a un peu abordé tout à l'heure, mais concrètement, que faire en attendant pour fidéliser les participants quand les résultats arrivent des années après? Et donc, il y a une autre question qui est liée. Quels sont les meilleurs outils, démarches pour restituer les données et montrer aux citoyens qu'il n'est pas juste un collecteur de données? Ben, vous savez ça, on est confronté depuis qu'on a lancé Stock. Stock a plus de 20 ans, donc ça marche. Simplement, c'est qu'il y a des choses qu'il faut expliquer, qui vont prendre du temps, mais il y a plein de trucs qu'on peut raconter assez vite. Moi, j'ai vu dans les Pyrénées, je vois il y a Julie là, qui m'écrit sans arrêt, que je connais bien, dans les Pyrénées-Orientales. On l'a fait, ça veut dire que dès le départ, dans le protocole qu'on a mis en place, on peut restituer. Par exemple, cette année, le climat a été plutôt chaud, plutôt sec, il n'a pas plu à telle époque, on a eu un incendie ici, il s'est passé ça. On peut déjà avoir des données qu'on peut donner assez rapidement. On va les confronter sous forme de publication un peu plus tard. Donc, le lien, c'est qu'ils se voient régulièrement. Ça va être la conférence, quelque part, dans un petit village aussi. Moi, je me rappelle des conférences au centre des Andes, chez des gens qui parlaient pas espagnol, ils parlaient que le quechua, en langue aymara aussi. Vous avez des locaux on raconte l'histoire de ce qu'on a vu le matin, de pourquoi tel oiseau est là et pourquoi telle bestiole se trouve là. Celui-ci, ils l'ont pas vu depuis très longtemps. Pourquoi? Comment on peut les aider? J'ai plongé au bord de la plage. Je vais en Martinique, il reste quoi? 1% du corail en bon état en Martinique. 1%. Donc la pression touristique est évidente, bien sûr. Un petit village comme Sainte-Anne, je voudrais qu'on parle plus d'outre-mer aussi, c'est très important. C'est 1 million de visiteurs sur un village qui fait quelques milliers d'habitants. C'est pas concevable, c'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire venir des gens? Oui, qui nous aident à aimer notre système, oui, mais pas de façon inconsidérée dans la démesure. Et c'est l'énorme problème d'un directeur de réserve naturelle. On veut la faire connaître, on veut la faire aimer, on veut donner de l'émerveillement à partir, mais on ne peut pas y accueillir tout le monde. Moi, si j'accueille dans mes réserves catalanes, ça c'est pour Julie, les 2 millions de personnes qui viennent se coller les fesses à Argelès sur la plage d'été, ça ne marchera pas. Donc, comment est-ce qu'on fait? On communique, on va dans les écoles, on va aussi communiquer avec eux. Et ce qu'il faut pour moi, c'est très clair, je vais être un peu brutal aussi là, on limite l'accès, pas dans le nombre de personnes que je vais filtrer à l'entrée, par la route. Si vous devez marcher 1 kilomètre, vous avez 10 fois moins de personnes qui viennent. Pas de route nationale pour aller jusqu'au centre des réserves. Croyez-moi, c'est un combat que j'ai depuis longtemps qui marche très bien. Donc, pour maintenir le lien avec le participant, c'est le voir régulièrement. Et puis, le jour où les données commencent à arriver, après, ça prend un certain temps. Mais moi, je n'ai jamais vu de gens qui m'ont dit c'est trop long à attendre. Par contre, il faut les voir régulièrement et raconter ce qui se passe, les aider, réfléchir avec eux, et puis qu'ils nous aident aussi à faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Des expos photos. Quelqu'un me dit oh là là, depuis que je fais de la photo sous-marine, oui, mais c'est comme ça. Mais c'est sympa. Vous mieux mettre ces sous-là que dans le tabac ou dans le whisky. Et on a aussi des exemples de moyens de faire des restitutions aux participants quand le temps est long. Il y a Irène et Elodie qui ont partagé des articles scientifiques sur la thématique d'études, faire des conférences, raconter la vie d'un chercheur, comment il analyse les données récoltées grâce aux citoyens. Tout à fait. Elodie qui partage mettre en valeur également les observateurs et les relais en territoire, par exemple. Ça marche assez bien, ça, finalement. Ça n'a pas été un écueil. Notre écueil, c'est plus, effectivement, aujourd'hui, la validation. C'est-à-dire que maintenant, être sûr que la donnée qui est là peut être enregistrée, être solide dans le temps, quoi. Et puis, arrêter aussi ces histoires pour l'amateur de croire qu'il y a une nature ordinaire et puis une nature remarquable. Vous savez, la nature n'est pas remarquable. Elle peut être remarquée par les humains. Le panda, il est remarqué. Les Chinois l'adorent. Ils ne supportent pas que le type du panda soit à Paris dans les collections Jardin des Plantes et ne soit pas en Chine. C'est une bestiole chinoise, mais c'est comme ça. Ils proposent des millions pour l'acheter. Le père David, quand il a envoyé le premier panda observé à Paris, il va rester là. Donc, et puis surtout dire aux gens que l'ordinaire n'a pas de sens. Il est merveilleux, l'ordinaire. Allez voir une araignée qui tisse sa toile. Allez voir des petits oiseaux au nid, allez discuter avec votre chêne favori, là, ou ceux d'à côté. C'est ça. C'est ordinaire, mais c'est tellement incroyablement beau. C'est nous qui devrions, au contraire, réfléchir sur notre, je dirais, la fatuité. Et puis, ce qui me gêne le plus, c'est cette démesure que j'évoquais tout à l'heure, et puis aussi le fait que, finalement, on est toujours en avant. On me dit souvent, mais à quoi il sert le moustique? Et toi, tu sers à quoi, toi? C'est la vraie question. Hier, je voyais mes hirondelles qui chassaient les moustiques au-dessus de mes chênes. Là, ils en bouffaient des moustiques. Alors, il y aura un petit peu moins de trucs, mais il y aura quand même des tigres qui vont arriver jusque-là. Bon, alors oui, qu'est-ce qu'on fait avec des tigres? Les moustiques tigres. Comment on se débrouille? Le coronavirus, voilà à nouveau qui est apparu. L'humain a joué un rôle. Alors, l'humain n'a pas créé le coronavirus. Il a créé les conditions de sa pathogénicité. C'est un petit peu différent. Il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Et puis, en plus, on l'a ramené partout.
quand on voyait que le coronavirus, il n'a pas de pattes, il n'a pas d'aile, il n'a pas de tête, il est passé en 2 jours de Wuhan à Milan. Bah, ça, il faut quand même le faire, hein. C'est aussi une invention de l'humain. Et pour revenir à mes amis catalans, vous allez vous baigner sur la plage de Banyuls un soir de juillet, après l'arrivée de l'étape du Tour de France. Il est 17h22, en buvant le pastis acheté en détaxe à Pambao, en Espagne, au moment du pic de bactéries fécales dans l'eau. Et vous avez gardé de l'argent pendant 2 ans pour aller vous baigner au pire des moments. C'est ça, Homo sapiens. Merci Gilles. Alors peut-être une dernière question de prise de hauteur sur tout ça. C'était une question qui était venue pendant la conférence. Gilles, vous parlez avec conviction du temps qu'il faut et de la confiance dans le travail des personnes bienveillantes sur lesquelles il faut se reposer, mais de combien de temps dispose-t-on? Vous l'avez dit, dans 70 ans, la moitié des espèces auront disparu. Alors, ne doit-on pas s'organiser de manière plus volontariste, même dans la joie et la rigueur? Il y avait aussi, ça rejoignait la question du groupe Potter magique. Comment s'organiser de manière plus efficace pour toucher plus de monde, vu nos urgences d'action publique? Bien sûr, hein, la réponse est forcément oui, qu'il faut aller plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui, hein. On avance. Vous vous rappelez, quand Nicolas Hulot est parti, il a dit on est trop à petits pas. Par moment, on est à petits pas. On ne peut pas faire différemment. Comment est-ce qu'on mobilise, qu'on a dit, le monde de l'entreprise, de la science, du monde citoyen, les ONG, les participatifs auxquels on s'adresse, et puis aussi la politique? Comment est-ce qu'on fait? Il faut aller plus vite. Mais pour ça, il y a une seule solution, c'est que chacun reconnaisse que ces questions qu'on évoque là ne sont pas secondaires. Combien j'ai rencontré de femmes et d'hommes politiques qui m'ont dit « Gilles, tu as raison, on t'adore, on va te réinviter, mais on verra ça plus tard. » Non, on ne peut plus attendre plus tard. C'est le problème de nos jeunes, hein. Je suis professeur à Sciences Po à Paris depuis 2 ans. Croyez-moi que les gamines que j'ai à Sciences Po, elles en ont marre d'attendre, hein. Et le drame, vous savez, et je le dis très solennellement, hein, ça m'inquiète un peu, bien sûr, hein, c'est que si on ne s'occupe pas mieux de ces questions-là, ils vont se radicaliser. Et je vais revenir à Edgar Morin. On va passer des très jeunes aux très vieux. Edgar aura dans quelques semaines, le 8 juillet prochain, 100 ans. On va faire un gros colloque pour fêter son siècle. On a fait un livre qui s'appelle Terre-Patrie 2050, autour d'une trentaine de chercheurs. Et il disait au président Macron, vous savez, monsieur le président, quand on gouverne comme ça, en oubliant une partie des gens, eh bien, le premier gourou qui passe, il gagne. Et nous sommes pleins de gourous autour de nous. Et il disait aussi, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique actuelle, c'est l'usage que l'on en fait. Ben voilà comment un monsieur avec des neurones de 100 ans, aujourd'hui, a la sagesse qu'il faut, qu'on a perdu. Donc, le temps dont on dispose, chaque jour qui passe, effectivement, est préoccupant. Je ne veux pas tomber dans des choses comme le catastrophisme, encore moins la collapsologie. C'est pas ça. C'est se dire, voilà, we have to change. Et si le vivant est toujours là après autant de temps, presque 4000 millions d'années, hein, le vivant, hein, c'est parce qu'il s'est adapté à des conditions tellement changeantes, horribles, plus chaud, plus froid, plus acide, plus basique, des trucs incroyables. Il est toujours là. Il s'est adapté pourquoi? Parce qu'il a sans arrêt changé et que nous, on ne change toujours pas. Et voilà pourquoi les sciences participatives sont un puissant moteur de changement auquel je crois. Merci Gilles. We have to change. Nous devons changer. On va terminer ce temps d'interview, d'échange, de questions-réponses sur cette phrase. Et merci, je te remercie vraiment encore, Gilles, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir partagé ta passion qui transpire à chacune de tes prises de parole. C'était un plaisir, un honneur d'avoir cet échange privilégié avec toi ce matin. Donc voilà. Vraiment. Je ne vais pas changer maintenant, vous savez, hein, jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'aurai l'âge d'Edgar, mais en tout cas, c'est vrai que on a tous un véritable combat. Mais il me faut vraiment toutes ces femmes, ces hommes de bonne volonté. Il faut qu'on passe d'arriver à persuader nos communautés à 4 milliards d'humains. Hein, les 4 autres, ils suivront. Mais on est 8 milliards aujourd'hui. Hein, quand je suis au fin fond du Nigeria, dans une forêt, quand un chef de tribu me dit au Congo, tu sais Gilles, tu as ramené 4 bonobos ce matin. Avec cet argent-là, je nourris toute ma communauté pendant 20 ans. C'est des vraies questions auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on arrête centré sur nous-mêmes, hein. Il faut une communauté de pensée planétaire, c'est très important.
Et ce que je te propose, Gilles, c'est de rester encore, si tu as encore 10 minutes jusqu'à 12h30 pour, voilà, on va prendre 10 minutes pour clôturer cette matinée, nous permettre de, voilà, ancrer les choses qu'on retient des instants qu'on vient de vivre ensemble. Et Laura, je te passe le relais pour animer ce petit temps de clôture. Oui, merci Marion et merci beaucoup Gilles Boeuf, c'était passionnant. Maintenant, j'aimerais vous inviter à prendre toutes et tous une feuille de papier, un stylo et de noter tous les mots qui vous viennent à l'esprit en repensant à ce témoignage, à cette conférence participative qu'on vient d'avoir depuis 1 heure. Donc, on va prendre quelques minutes pour voilà, ancrer ce que l'on vient d'entendre. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit en repensant à cette conférence ? Pendant ce temps, Gilles, je vous invite à regarder le chat avec tous les messages de remerciements qui vous sont adressés pour votre enthousiasme et vos partages. Merci Laura, c'est gentil. Là, il y a quelqu'un qui me parle d'Edgar Morin, alors je lui réponds, parce que je vais voir Edgar dans quelques jours et on fera une cérémonie importante. L'UNESCO est fermé, mais on fera une cérémonie avec lui, j'espère qu'il sera encore là, en septembre à la Maison de l'Amérique latine, parce qu'il a très longtemps travaillé en Amérique du Sud. Et on fera ça avec des amis du Chili, du Pérou, du Brésil, bien sûr. Et trouvez ce livre chez Actes Sud, il est très chouette. Et maintenant, je vais vous demander un petit exercice compliqué, mais qui rentre dans cette notion de mesure et démesure, de choisir un seul mot sur votre feuille de papier, d'entourer celui qui vous procure le plus de joie, qui est le plus évocateur pour vous par rapport à cette matinée. Et je vais vous inviter à l'inscrire dans le chat pour que tout le monde puisse le voir. Et comme ça, on va avoir un nuage de mots dans un fil de conversation Zoom. Et c'est parti. Je sens que ça va aller très vite. Marion, si tu veux m'aider. On a dynamique, motivation, communauté, engagement, espoir, optimisme, enthousiasme, remotiver à bloc. Et voilà, je suis dépassée. Pensée collective, partage, action, enthousiasme et motivation qui reviennent même en lettres majuscules. Pédagogie, émerveillement, enthousiasme. Marion, si tu avais un mot, toi, à retenir de cette matinée, ça serait lequel ? Passion. Je peux pas dire un autre mot que d'avoir été là en échange direct avec Gilles. Voilà, passion. On a diversité qui arrive, urgence, énergie, super. Et merci beaucoup pour tous ces mots qu'on va garder et qu'on remettra aussi dans la gazette, le souvenir de ces 3 journées pour se rappeler, ancrer tout ce qu'on a entendu ce matin. Pour terminer, Marjorie, Mathieu, si vous voulez reprendre le micro pour clôturer cette matinée, c'est à vous. Merci beaucoup Laura, merci beaucoup Marion et merci beaucoup à Gilles. C'était vraiment passionnant, on a passé vraiment un super moment. On se dit bon appétit et puis à tout à l'heure à 13h45. Bon appétit, à tout à l'heure. Bon appétit et merci encore Gilles. Bientôt. Au revoir, Gilles, à bientôt. Bon appétit Avec bonheur. à tous. Merci.